Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vans Travel, notre agence de location de vannes aménagées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ici, on répond à toutes les questions des passionnés de voyage ou des simples curieux qui rêvent d'explorer ces deux pays aussi grandioses que fascinants. Au programme, itinéraires inoubliables, astuces pratiques, conseils de baroudeurs et bien d'autres surprises pour vous aider à préparer l'aventure de votre vie. Alors attachez vos ceintures et embarquez avec nous pour une épopée sur les routes australiennes et néo-zélandaises. Bonne écoute. Alors aujourd'hui pour notre nouveau podcast, j'ai la chance de recevoir Victoire, une jeune Française originaire des Yvelines. Âgée de 25 ans, elle est partie en Australie en PVT avec son petit ami Robin où ils ont passé 9 mois. Très investie dans son travail sur place, elle a aussi eu la chance d'avoir sa famille qui est venue la rejoindre pour un road trip en grande partie organisé par Vans Travel. Après son aventure australienne, Victoire et Robin ont continué à explorer le monde, notamment l'Asie du Sud où ils y ont passé 5 mois à voyager en sac à dos. On va revenir avec elle sur ce beau voyage familial et les coulisses de l'organisation. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui parce que pour vivre en Australie depuis 14-15 ans et avoir eu ma famille et leur faire découvrir ce beau pays, c'est quelque chose d'hyper important et d'hyper touchant de pouvoir faire partager son amour pour l'Australie. Donc j'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et est-ce que tu veux te présenter et rajouter des choses que j'ai oubliées? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Victoire, j'ai 25 ans. J'ai donc eu mon master en communication en 2023. Je me suis dit que c'était le bon moment de partir à l'étranger avant de m'installer dans la vie active et de me lancer, d'avoir des enfants ou je ne sais quoi, être bloquée. Et j'avais envie de partir à l'étranger. J'hésitais entre le PVT au Canada ou le PVT en Australie. J'ai un peu essayé de motiver mon copain. Et voilà, on a choisi l'Australie pour la météo. Et on est parti donc, en novembre 2023. Et on a passé pratiquement un an entre l'Australie et l'Asie. Et donc l'Australie et le Canada, vous avez fait le bon choix finalement? Oui, je pense qu'on avait fait le bon choix parce que on a trop aimé l'Australie. C'est vraiment notre pays coup de cœur. Et donc, vous êtes parti pour un visa PVT, un visa Working Holiday, un Working Holiday Visa. Donc, vous avez passé plusieurs mois à travailler avant de pouvoir voyager. Est-ce que tu veux nous parler, avant de parler voyage, de cette expérience, en fait, Working Holiday Visa? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé travailler en Australie? Quel était un peu votre rythme? Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette partie? Ouais, alors dès qu'on est arrivé en Australie, on voulait travailler pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour ensuite pouvoir voyager. Donc à notre arrivée, d'abord, on a commencé par acheter une voiture pour qu'on soit autonome pour se déplacer en Australie. Et on a très vite trouvé un premier travail dans une pépinière. Donc on faisait du plantage, je sais pas si ça se dit, mais on plantait des plantes. Et on a fait ça pendant pratiquement un mois. On a enchaîné ensuite sur une fête foraine. On a trouvé un job en fête foraine. C'était un peu assez insolite. Jamais dans ma vie j'aurais pensé faire ça un jour. C'est vraiment que en Australie qu'on aurait pu le faire. Donc ça c'était le soir. En fait c'était de 18h à 22h. Donc la journée, on se disait autant trouver un petit job à côté, et on a trouvé donc dans un hôtel, on faisait le ménage dans un hôtel, et en fait on s'est retrouvés à faire des 50-60 heures par semaine, donc c'était assez chargé. Et puis après cette expérience, on a eu envie de bouger, sauf qu'en fait on trouvait plus du tout de travail. Notre voiture est un peu tombée en panne, donc on a essayé de la réparer. On a fini par la vendre parce que c'était plus un poids qu'autre chose, et comme on savait que nos parents allaient nous rejoindre à ce moment-là, entre le moment où on voulait trouver du travail et la vente de la voiture, on a tout vendu et on est parti aux Philippines pendant 3 semaines avant de rejoindre mes parents en Australie. Les frasques et les aventures et les rebondissements et le roller coaster du Working Holiday Visa, mais c'est génial parce que
t'entendre parler de la fête foraine, peut-être un truc que t'aurais jamais fait en France. Moi, quand je suis arrivé en Working Holiday, j'étais comme toi. C'est vrai que j'ai fait des jobs. J'avais envie de sortir des sentiers battus et j'avais un peu cette pression en France où j'étais dans cette industrie de la restauration de luxe. Il fallait vraiment que je suive cette route et quand je suis arrivé en Australie, je me suis dit mais arrête en fait, fais autre chose et justement tu découvres des métiers en te disant mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est une expérience incroyable quoi. Ouais, c'est clair. Il y a eu des petites galères aussi apparemment, mais ça fait partie du Working Holiday Visa quoi. C'est ça, c'est ce qui fait que ça nous a permis d'avoir des leçons, de grandir, et c'est exactement ce qu'on cherchait en partant en Australie. Et si c'était à refaire, justement, parlons du Working Holiday Visa, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Ça peut peut-être donner des conseils à des futurs jeunes qui viennent dans le pays, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais mieux organisées en amont, ou alors justement, tous ces petits problèmes que tu as eu, ça t'a fait grandir et puis ça t'a donné des leçons de vie, quoi. Je pense que nous, ce qui a beaucoup affecté notre voyage, ça a vraiment été la voiture. Donc je dirais qu'il faut vraiment bien choisir la voiture et la personne à qui on l'achète, parce que je pense que sur ça on n'a pas été très bon, et je pense qu'il y a beaucoup de backpackers en Australie qui se font avoir sur ce coup-là. Donc je dirais que le choix de la voiture, c'est vraiment, du véhicule, c'est vraiment un truc à vraiment prendre en considération. Et je pense que si c'était à refaire, on l'aurait pas acheté à des backpackers, on aurait acheté une voiture, une petite Toyota, même pas un 4x4 ni rien, mais à un Australien à $3000, et ça aurait fait parfaitement le taf, parce que là on avait mis une grosse somme d'argent dans une voiture qui était toute équipée, et en fait le jour où elle est tombée en panne, alors que c'était tout, on avait toutes nos affaires dedans, on dormait dedans, on mangeait dedans, c'était toute notre vie la voiture, et le jour où elle est tombée en panne et qu'on nous a dit elle va devoir rester au garage pendant 3 semaines, là elle peut plus rouler, on s'est dit on fait quoi en fait, on va où, on dort où, on fait quoi pendant 3 semaines. Donc à ce moment-là on a vraiment eu un coup dur, et on s'est dit c'est tout, on arrête tout, on prend la voiture, on rentre en France et terminé quoi. Mais heureusement qu'il y avait mes parents qui venaient, et du coup on se disait on peut pas rentrer en France parce qu'ils arrivent, et voilà. Mais ouais, je pense que le choix de la voiture c'est vraiment super important, ou le choix de pas prendre de voiture aussi. Et puis après persévérer dans le travail, parce que je sais que c'est pas facile de trouver du travail en Australie, et quand on y a été confronté, au début on a trouvé très facilement du travail, donc on se disait waouh, c'est trop bien, et puis pendant un moment, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on n'a pas du tout trouvé de travail, et là c'était l'enfer, parce qu'on se disait encore une fois, on dépense tout notre argent, tout notre budget, et puis après on fait quoi, est-ce qu'on rentre en France, c'est toujours le truc de quand tout va mal, on se disait toujours on rentre en France, on arrête tout, mais bon, finalement c'était dans les coups durs qu'en fait on arrivait à profiter des bons moments. Et c'est bien parce que vous avez persévéré, et merci pour tes conseils pour les prochains voyageurs qui viennent en Working Holiday Visa. Je pense que pour le boulot, c'est un peu aussi être au bon moment, au bon endroit. Donc comme tu as dit, au début, vous avez trouvé du boulot hyper vite. Après, c'était un peu plus difficile parce que c'était peut-être pas le bon endroit et le bon moment. Donc faut persévérer, pousser jusqu'au bout, et ça finira toujours par tomber. Et puis la voiture, je suis tout à fait d'accord avec toi. Beaucoup de gens ont cette image du gros 4x4 pour rouler sur la plage en Australie. Je veux une grosse voiture. Donc déjà, il faut faire attention à qui tu l'achètes, comme en France. Il y a les mêmes problèmes, des voitures qui ont des problèmes mécaniques, et ça coûte cher de faire réparer, surtout si c'est grosses pièces du type moteur, etc. Finalement, peut-être pas besoin d'un si gros 4x4 que ça. Une petite voiture, comme tu l'as dit, peut faire l'affaire, ou peut-être même pas de voiture, parce que si tu es dans une grande ville, t'as pas toujours besoin d'un véhicule finalement, et tu peux faire des petites locations de droite, de gauche pour faire tes petits voyages autour des grandes villes, quoi. Donc là, on va revenir sur le voyage en Australie et la partie agréable avec la famille. Donc, comment s'est décidé en fait la visite de ta famille en Australie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu en amont avant que tu partes en Australie et vous en discutiez déjà, ou alors est-ce que ça s'est décidé pendant votre aventure australienne et ils étaient jaloux et voulaient venir vous rejoindre pour voyager avec vous? Alors, il faut savoir que ma mère adore voyager, mon père déteste voyager. Donc je disais tout le temps en rigolant avant de partir, ouais, vous viendrez me voir en Australie, et surtout je charriais mon père sur ça, lui disait non, on peut pas aller en Australie, c'est trop loin, tu te rends compte, machin. Et puis en fait, ma mère elle me disait si t'inquiète pas, moi je viendrai te voir, tant pis, je viendrai toute seule. Elle a réussi à motiver ma sœur, bon c'était pas bien compliqué de la motiver. Et mon père, elle a un peu sorti les rames. Et puis bon, finalement, je pense que si j'avais pas été en Australie, il ne serait jamais venu, mais comme j'étais là-bas, voilà. Et ma mère, elle s'est dit c'est vraiment l'occasion d'y aller, parce que sinon, j'irai jamais en Australie. C'est tellement loin, j'irai pas juste comme ça.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ma mère a réussi à convaincre mon père de partir et est venu le moment de l'organisation et de on fait quoi, on va où, qu'est-ce qu'on va voir en Australie, parce que c'est tellement grand qu'en fait on se dit qu'est-ce qu'on va visiter, en combien de temps. C'était la partie organisation qui était un peu compliquée. Et donc nous à ce moment-là on travaillait, on était à la fête foraine et à l'hôtel, donc on travaillait quand même beaucoup. On vivait sur un camp de forains, donc on n'avait pas forcément d'endroit où s'installer, faire nos petites recherches avec la bonne connexion internet qu'il fallait. Et puis ma mère de son côté, pareil, elle a un travail qui est très prenant. Elle savait pas comment s'y prendre et en plus elle avait pas forcément non plus le temps de le faire. Donc elle a fait appel, elle a tapé sur internet agence de voyage Australie et elle est tombée sur une agence de voyage, une grosse agence de voyage, qu'elle a contactée. Elle lui a dit un petit peu le budget, ce qu'elle voulait faire, combien de temps. Et par rapport à ça, l'agence de voyage a fait un devis. Et moi je trouvais, en tant que backpackeuse en plus qui voyage avec un mini budget et qui est toujours en train de gratter le moindre centime, je trouvais que c'était je crois que pour 5, sans les billets d'avion et sans hôtel, puisque c'était avec un camping-car et il n'y avait pas d'hôtel inclus, je crois que ça revenait à 16 000 €, quelque chose comme ça, sans les billets d'avion. Et plus 3 000 € 3 ou 4 000 € de billets d'avion pour 3. Donc bref, je trouvais que les prix étaient exorbitants et en fait, on a eu tout le descriptif de ce que l'agence de voyage proposait. Et donc j'ai essayé moi-même, je me suis dit je vais prendre le temps quand même parce que quand je vois le prix, je me dis j'ai pas envie que mes parents ils se ruinent pour venir nous voir. Donc j'ai pris mon petit ordinateur, j'ai fait mes petites recherches et j'ai essayé de refaire à peu près ce que proposait l'agence et en fait c'était pas moins 50% mais presque quoi. Le prix il chutait de ouf. Donc là j'ai dit à ma mère laisse tomber, je vais prendre le temps de le faire, j'ai pas envie que vous payiez autant alors que c'est pas forcément nécessaire. Et donc on a réussi à se décider sur 3 choses qu'on avait envie de faire. Donc moi je voulais absolument leur montrer Sydney parce que c'était l'endroit avec Robin où on était arrivés, c'était la ville, c'est Sydney quoi. Moi j'adore cette ville là, donc j'avais absolument envie de leur faire découvrir une ville que nous on avait visitée. On voulait faire le centre rouge parce que pour moi c'est vraiment l'Australie dans toute sa splendeur. Et je voulais aussi on voulait faire un road trip donc sur la côte est et survoler notamment la Grande Barrière de Corail. Donc pour Sydney, c'était assez facile à organiser. Le centre rouge, je me suis dit je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, comment, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on fait comme activité. Et puis après, la côte est, je savais que je voulais survoler la Grande Barrière de Corail, mais j'avais aucune idée de ce qui était faisable en termes de distance, en termes de sur combien de jours on pouvait le faire, de où à où on pouvait aller, et ça j'avoue qu'on était complètement perdus, donc j'ai essayé de me renseigner, mais j'étais un peu paumée surtout sur cette partie-là. Et donc depuis le début, je partage toute notre aventure sur les réseaux sociaux, donc on commençait à avoir une petite communauté qui était engagée, qui répondait à chaque fois à nos petites questions en story quand on était perdus, si on devait acheter telle ou telle voiture, si on devait vendre ou pas la voiture, quel job on devait choisir, etc. On demandait un peu leur avis pour avoir des avis extérieurs. Et donc à ce moment-là, j'ai posté une story pour demander s'il y avait des personnes qui avaient déjà fait un road trip sur la côte Est et ce qu'ils recommandaient de faire, où s'arrêter, où dormir, plein de questions comme ça parce que j'étais vraiment perdue. Et c'est à ce moment-là que le compte de Départ Australie m'a envoyé un message en me parlant donc de Vans Travel et en me disant que vous étiez top et que vous organisiez, vous faisiez de la location de véhicules et création d'itinéraires personnalisés. Et donc là, je me suis dit, mais trop bien, je vais les contacter. Et c'est comme ça donc que je vous ai contacté et qu'on a commencé à planifier tout ça. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'est hyper important, c'est que il y a un peu ce stigma des agences de voyage en France où justement ils chargent des frais pas possibles et surchargent les clients sur tous les tarifs. Et donc nous, quand on se présente en tant qu'agence de voyage, des fois ça peut être compliqué et il faut qu'on enlève déjà un peu ce traumatisme des Français et des agences de voyage parce que nous c'est complètement gratuit. Et alors il y a plein de gens qui nous disent mais c'est une arnaque, c'est pas possible, il y a rien de gratuit dans la vie. Mais si on n'est pas rémunéré par vous les clients en fait, mais par nos fournisseurs, et en fait ça coûte
coûte le même prix ou même des fois moins cher parce qu'on a des meilleurs tarifs négociés de passer avec nous. On est un peu comme des brokers d'assurance où on loue un certain nombre de véhicules et donc on a des meilleurs tarifs évidemment. Et puis en plus, vous avez tout clé en main, c'est-à-dire qu'on vous prépare et l'itinéraire et les activités. Donc vous avez tout ce stress justement pour vous, j'imagine, en plus avec le boulot, devoir jongler entre le travail, les galères à gérer, la communication avec la famille et l'organisation. C'est vrai que nous, on a un peu l'entre-deux pour gérer tout ça pour vous, quoi. Exactement, c'est ça qu'on a aimé. Alors, j'ai envie de rebondir sur le papa là, parce que papa veut pas venir, et est-ce que c'est lui qui a vécu le meilleur voyage finalement, quoi? C'est plutôt maman qui a vécu sa meilleure vie. Lui, je pense qu'il serait resté en France, ça l'aurait pas plus perturbé que ça, mais il a quand même aimé, et puis il était content de venir me voir quand même et nous voir avec Robin. Alors justement, revenons sur cette vie en camping-car sur la côte Est. Donc vous, de mémoire, vous avez fait une dizaine de jours dans la région de Cairns, Cap-Tribulation au nord de Cairns et la région des Whitsunday, Magnetic Island. Comment s'est passée cette vie en camping-car dans un espace réduit en famille, les uns sur les autres pendant une dizaine de jours, et comment s'est passée la cohabitation en camping-car? Alors, on était donc 5 dans le camping-car. Un camping-car, c'est pas très grand, mais pour autant, on avait tous nos espaces, chacun d'un côté du camping-car. Et c'était vraiment super bien aménagé. Et du coup, on n'a pas eu ce sentiment de se marcher dessus. On avait plein de rangements pour mettre nos affaires. Donc, pareil, c'était pas trop galère sur ça non plus. Et moi, j'ai vraiment trop aimé le camping-car. En plus, nous, on avait passé 4 mois dans une tente de toit sur un matelas de 120 cm de large et 3 cm d'épaisseur. Donc pour moi, le camping-car, c'était le luxe, quoi. En plus, pas de vent qui tape sur la tente pendant la nuit, pas la pluie. Enfin, franchement, c'était le luxe pour moi. Et mes parents, ça a été... Faut savoir que ma mère, ça va, mais mon père et ma sœur, c'est pas des grands aventuriers. On les a un peu sortis de leur confort de la maison. Et je pense que ce qui a été le plus dur, c'était quand même le moment de la douche, où le soir, on prenait toujours des campings payants. Donc la plupart du temps, sauf une fois, on a toujours eu des douches chaudes avec l'éclairage et tout. Mais c'était toujours le truc, on les a vraiment sortis de leur petit confort, quoi. Et c'était une première expérience en famille en camping-car ou en camping tout court? On avait déjà fait du camping, mais en mobil-home, donc rien à voir. Là, c'était vraiment la première fois, et vraiment, à chaque fois, je dis à Robin, j'ai trop envie de repartir en camping-car, c'était trop bien. J'aimais trop le soir quand on installait tout notre petit campement, on installait la table, on commençait à prendre l'apéro, on parlait de la journée qu'on avait passée, les choses incroyables qu'on avait vues et tout. Et non, franchement, c'était trop trop bien. Alors j'adore entendre ce que tu viens de me dire, parce que moi je rentre d'un road trip en plus il y a pas longtemps, et c'est ce que je vivais tous les soirs, où tu connectes pas la télé ou Netflix ou peu importe, hein. Justement tu connectes avec les gens avec qui t'es. Donc est-ce que justement ce mode de voyage, ça a été un peu différent des autres modes de voyage que tu as pu avoir dans le passé, dans des hôtels? Est-ce qu'il y a eu des choses différentes, justement des partages différents avec la famille? Donc t'en as cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y a eu des choses un peu différentes dans ce mode de voyage, dans la van life en fait? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Ouais, c'est vrai qu'on se retrouvait plus... forcément, on était dans ce petit espace, donc c'était pas comme si on louait une grande maison où chacun est un peu de son côté, chacun dans sa chambre. Là, on était beaucoup plus ensemble, et c'était ça qui était sympa. Et puis bon, de toute façon, mes parents étaient venus pour passer du temps avec nous, donc c'était vraiment le mode de voyage parfait pour passer du temps ensemble. Super. Et quelles ont été les plus grosses surprises pendant ce road trip? Les choses dont tu te rappelleras toute ta vie? Les plus grosses surprises, moi je me rappelle bien du soir où on est arrivé. Tu vas me donner un petit coup de main sur ça, la plus grande cascade d'Australie. C'est pas Wallaman Falls. Donc quand on est arrivé sur le petit camping du parc national de Wallaman's Falls, et on est arrivé assez tard, donc la nuit était tombée. On s'est installé, donc pas d'électricité, alors que tous les autres campings, à chaque fois, on prenait avec de l'électricité. Et là, on est arrivé sur ce camping sans électricité. Et on a dû prendre la douche dans une genre de petite cabine eau froide, sans rien pour poser ses affaires, avec pas de lumière ni rien. Et je revois mon père et ma sœur partir à la douche tous les deux. Il y en avait un qui tenait la lampe, le téléphone au-dessus pour éclairer, il essayait de se savonner, tout en criant parce que l'eau était glacée. Et franchement, ça c'était trop drôle. On y allait à tour de rôle, et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui tenait la lumière au-dessus. Et c'était trop drôle. Enfin, sur le moment, j'avoue que
J'avoue que la douche froide, moi, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisée en Australie. J'ai pris beaucoup trop de douches froides, mais bon, ça laisse de bons souvenirs. Et c'est le moment que tu le rappelles et je rigole parce que je connais ce camping pour l'avoir testé moi-même et j'ai vécu l'aventure torche aussi, donc je me marrais parce que ça me remémorait l'expérience et quand j'ai fait ce road trip, je l'ai fait plein de fois sur la côte est, mais quand j'ai fait ce fameux camping sur les 10 jours, je pense que c'était l'un des préférés parce que j'ai partagé un moment incroyable où on n'avait pas d'électricité, la douche froide, donc on a rigolé, c'est une expérience que tu oublies pas et c'était c'est des douches de camping de parcs nationaux, donc c'est hyper spartiate. Bon voilà, on a passé une soirée d'échange, on avait prévu de faire un barbecue, il y avait rien sur place, donc on a pris tout ce qu'on avait dans le placard pour faire une grosse salade, on a échangé toute la soirée, rigolé sur des anecdotes, on a passé un moment incroyable au milieu de la nature et des animaux qui étaient à côté de nous et c'était hyper marrant en fait. Ouais. Donc ça me remémore des souvenirs. Dans le Centre Rouge, parce que c'était quand même un endroit mythique pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là-bas ou des choses dont tu vas te rappeler? Alors, le Centre Rouge, ce qui nous a marqué, déjà tu nous avais préparé psychologiquement à ce qu'on soit dans des swags et tu m'avais expliqué que c'était comme un sac de couchage et t'as vraiment la tête en dehors, dehors quoi. Et donc j'avais préparé mes parents, je leur avais dit on va être dans ce genre de couchage, on sera totalement la tête dehors. Et ma mère elle me disait ah bon mais comment ça, mais imagine s'il y a des bêtes et tout. Enfin bref, on s'était conditionné à ça. Et en fait quand on arrive, le gars qui était donc, qui nous prenait en charge, nous a présenté les swags et en fait on s'est rendu compte que c'était des petites tentes, une personne. Donc on s'est dit waouh trop bien, en fait on n'aura pas la tête à l'air, on sera vraiment dans notre petit cocon. Première nuit, ça s'est passé comme ça. Deuxième nuit pareil. Et là la troisième nuit on n'a pas compris, on s'est retrouvés avec les swags, mais les swags vraiment le swag avec la tête dehors. Et là on s'est tous regardés en mode mais comment ça, on a plus notre petite tente. Et en fait c'était la meilleure nuit, c'est la nuit où on a le plus rigolé. On était, c'était trop bien. Et moi c'est un de mes meilleurs souvenirs je pense de l'Australie, cette nuit-là. Et on ne s'est pas fait attaquer par des araignées, pas attaquer par des scorpions, des serpents ou je ne sais quoi. Et c'était trop bien, on dormait tous les uns à côté des autres, on s'est endormis avec les étoiles et réveillés avec la lumière naturelle, ça c'est incroyable. Et c'est incroyable ce que tu viens de dire, parce que tu vois les gens des fois, tu me racontes pas une expérience dans un hôtel 5 étoiles, à boire un champagne à 500 € la bouteille, tu me racontes une histoire où vous avez dormi à la Belle Étoile, dans un swag, dont c'est un espèce de gros sac en jute où tu glisses ton sac de couchage, probablement autour du feu de camp sous les étoiles, et c'est le moment qui t'a le plus marqué, donc j'adore entendre ça en tout cas. Ouais, c'est clair, franchement, j'ai vraiment adoré. On a parlé des belles choses, c'est beau, c'est incroyable, etc. Est-ce qu'il y a eu des galères pendant le road trip où tout était beau et rose finalement? On n'a pas eu tant de galères que ça. Le seul truc, c'est que du coup, tu nous avais tout préparé. Tu nous avais préparé l'itinéraire, tu nous avais préparé les endroits où fallait aller, tu nous avais réservé les activités. Le seul truc dont on avait à se charger, c'était les campings. Et le seul truc qu'on avait à faire, c'était à chaque fois la galère parce qu'on se réveillait à 4h de l'après-midi pour réserver notre camping pour le soir même. Et en fait, un soir, on s'y est pris, ouais, je pense qu'il devait être 4 heures, pareil. Et on a appelé le camping, on leur a dit qu'on allait arriver pile pour 17h, et en fait, ils fermaient à 17h. Et on a dit, on va se dépêcher, on va essayer d'arriver à l'heure. Et on arrive à 4h55. On arrive, et l'accueil était fermé. Et on s'est dit, punaise, comment on va faire et on essaye de toquer, on dit mais ils nous ont dit qu'ils nous attendaient, donc on s'est dit il est 5 minutes avant, donc on commence à frapper et tout, et on finit par tomber sur les propriétaires qui n'étaient pas très contents, mais ils ont fini par nous ouvrir la barrière. Mais voilà, c'est pour dire que à chaque fois les campings c'était toujours à la dernière minute, c'était toujours le truc, on se réveillait dans l'après-midi, bon qui cherche le camping, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dort, mais bon c'est drôle, c'est l'aventure, c'est ne jamais savoir où on dort chaque soir. Bon, c'est chouette parce qu'en fait, tout ce que nous on a fait, c'était cool, et la seule petite chose que vous aviez à gérer, c'est le seul truc où vous avez mis le bordel, en fait. Exactement. Heureusement qu'on était là pour le reste, finalement. Sinon, t'imagines. Donc, pour expliquer,
Pour expliquer un peu pourquoi on fait pas les campings pour nos clients, bon déjà ça serait un cauchemar administratif parce que si on devait booker chaque nuit de camping pour chacun des clients, on loue beaucoup de vannes, ça serait des milliers de nuits de camping à booker. Et aussi c'est surtout la flexibilité parce que finalement, et tu le sais toi-même pour l'avoir vécu, même si tu as mon itinéraire sur mesure avec des points de chute, etc. Mais peut-être que tu vas tomber sur un coup de cœur et justement Wallaman et la douche froide, ça aurait pu être un des endroits en disant mais pourquoi pas faire 2 douches froides 2 nuits de suite quoi. Et finalement ouais, c'est bien de pouvoir aussi avoir cette flexibilité de pouvoir rester au même endroit pour 2 nuits ou 3 nuits ou une nuit et décaler un peu ton itinéraire qui est quand même l'intérêt de la van life quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des recommandations? Parce que là, c'est vrai que nous, on a beaucoup de types de clients. Tu vois, on a les Working Holiday Visa qui sont comme vous, des fois, qui vont partir dans une petite voiture aménagée avec un tout petit frigo, une glacière, qui n'ont pas besoin de beaucoup de confort. Y a papa, maman qui viennent. Donc, on veut évidemment des fois un gros camping-car avec un peu plus de confort, des douches, toilettes, etc. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations pour d'autres backpackers ou familles qui viennent en Australie pour un voyage en famille, en fait? Quelles recommandations tu leur donnerais? En termes de véhicules? Termes de véhicule, termes d'organisation, termes d'itinéraire ou peut-être des petites choses de la vie quotidienne, tout bêtement. Hein. Si vous êtes plusieurs et que vous avez la possibilité, je dirais, de prendre un camping-car parce que c'est toujours plus confortable que d'être dans un plus petit van, surtout quand on est plusieurs. Et franchement, si c'était à refaire, je repasserais par vous, mais sans hésiter, parce que vraiment c'est un gain de temps et puis même, on sait qu'on va aux bons endroits. Parce que moi, quand j'organise moi-même, j'ai toujours peur d'avoir loupé une information et d'être à un endroit alors qu'en fait, juste à côté, il y a un autre endroit qui est sympa, mais j'étais pas au courant parce que je me suis mal renseignée. Alors que là, je savais que vous êtes hyper calés sur l'Australie et surtout sur la côte Est, donc je savais qu'on n'allait rien louper de crucial. Ça fait plaisir. J'allais te poser une question à propos de ça, donc je vais rebondir dessus. Et c'est un peu comme ça que je suis venu sur ce business de Vans Travel finalement. C'est que moi, quand j'organise un voyage, je veux que tout soit ficelé à la perfection. Et ça me prend, pour avoir organisé par exemple un voyage au Japon en juin dernier, ça m'a pris des mois d'organisation à trouver le bon quartier où rester. Parce que quand des grandes villes au Japon comme Tokyo ou Kyoto, tu veux pas te retrouver dans une banlieue à 1h30 de transport tous les jours pour visiter les endroits principaux. Et tu veux donc trouver le bon endroit à un bon prix mais avec un bon confort. Et puis tu veux être près de la bonne attraction, mais quelle attraction, quelle activité? Est-ce que je dois aller voir la vue de cette tour ou plutôt de celle-ci? Est-ce que je dois faire cette expérience de cérémonie du thé? Et toutes ces choses-là, ça m'a pris une plombe à organiser. Et je me disais, mais s'il y avait un Vans Travel qui organisait des voyages au Japon, je l'aurais mis dans les mains parce que ça m'a pris, je passais mes soirées à faire des recherches, à essayer de finaliser l'itinéraire, trouver les bons endroits. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire pour nos clients, c'est vous enlever un peu tout ce stress, de vous donner toute notre expérience de 15 ans pour que vous loupiez le minimum de choses et que vous viviez l'expérience dans les meilleures conditions en tout cas. Donc c'était un peu ma prochaine question, mais je pense qu'il y a déjà un peu répondu. C'est comment tu as vécu notre accompagnement? Est-ce que tu as des choses à rajouter à propos de l'accompagnement de Vans? Moi, du début à la fin, j'ai adoré l'échange avec toi parce que je trouve que c'est hyper facile de parler avec toi. Tu t'es bien adapté à ce qu'on te demandait, tout en nous donnant des conseils notamment. Je sais qu'on avait prévu, il me semble, de faire au début 1 semaine, 7 jours sur la partie côte Est et qu'on voulait aller de Cairns jusqu'à Early Beach. Et à ce moment-là, tu nous avais dit, franchement, ça va être un peu sport si vous faites que 7 jours. Donc, tu nous avais préconisé de rester plutôt 10 jours. Donc, j'ai bien aimé les conseils que tu donnais qui étaient hyper constructifs et effectivement, c'est vrai que pendant le road trip, il y a pas un moment où on s'est dit que on devait se speeder pour aller d'un endroit à un autre, on n'avait pas le temps qu'on voulait, donc franchement ça a été, c'était au niveau du temps et des distances et tout, c'était super bien ficelé. Ça j'ai bien aimé et pareil le fait que je savais que si jamais à un endroit on avait je sais pas une question sur l'itinéraire, sur quelque chose qui me semblait pas clair, je savais que je pouvais t'envoyer un message et que tu allais me répondre dans la journée ou le lendemain. Merci en tout cas, des compliments qui font plaisir. On met tout notre cœur dans chacun des voyageurs et chacun des voyages, donc c'est hyper important pour nous d'avoir ce côté hyper personnalisé, quoi. Si t'avais, alors on va rebondir sur 2 choses, sur le voyage, mais la vie de PVTiste aussi. On arrive sur la fin de ce podcast, donc si t'avais des conseils, t'as déjà donné quelques conseils sur les prochains PVTistes, mais si t'avais un conseil à donner, à part la voiture que t'as déjà dit, mais un conseil à donner aux futurs PVTistes, aux futurs gens qui veulent venir en Australie, ça serait lequel? Alors
déjà, je dirais à tous ceux qui ont envie mais qui n'osent pas de le faire et de pas trop réfléchir. Je sais à quel point ça fait peur parce que moi aussi j'avais peur de partir et honnêtement, il y a encore 2 ans maintenant en arrière, j'aurais jamais pensé que j'aurais eu le courage de le faire parce que mine de rien ça demande quand même beaucoup de courage. Et surtout j'avais pas l'impression, enfin je sais pas, je me disais que j'aurais jamais le cran de le faire et voilà. Et finalement je l'ai fait et c'était la meilleure expérience de ma vie et je le referai 1000 fois s'il fallait. Et voilà par rapport à ça, préparez-vous au retour parce que le retour il est pas facile. Et sinon de vivre votre expérience. Un mot là-dessus parce que on en parle souvent, tu vois, du voyage et tout. Juste quelques mots sur le retour. Il y a plein de gens justement qui ont un peu soit la dépression de retour ou l'opposé. Le retour, toi, tu l'as vécu comment? Alors moi j'ai plutôt eu carrément la dépression du voyageur parce que on a vécu pendant 14 mois exactement un quotidien qui ressemblait pas à un quotidien. En fait c'était pas du tout la routine, on voyait des nouvelles choses tous les jours et même si on restait pendant le maximum qu'on est resté c'est 4 mois au même endroit, ben on savait qu'en fait au bout de 4 mois à un moment on allait bouger et on savait qu'à chaque fois on voyait des nouvelles choses, des nouvelles personnes, on parlait une langue qui était différente, enfin bref c'était complètement à l'écart de ce qu'on connaissait en France, de notre quotidien, notre petite routine. Et en fait ce qui a été dur c'est de se dire qu'on a vécu une vie, on a vécu pour de vrai en fait, j'ai vraiment eu l'impression de me sentir vivante alors que j'avais jamais ressenti ça avant. Et que là, faut rentrer et retourner dans ce quotidien où on se sent pas vivant. Et j'arrive pas encore à trouver un truc qui me redonne du peps. Ça va venir, j'imagine, mais pour le moment, ouais, j'ai un peu le voyage, il a vraiment complètement changé ma vision de la vie, sur plein de choses. Et là, du coup, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne et qu'il faut que je retourne dans mon quotidien d'avant de cette ancienne personne. Donc, c'est un peu ça qui est... Et c'est hyper sympa ce que tu dis et de partager à cœur ouvert parce que c'est pas facile ce que tu partages maintenant. Et il y a plein de gens en fait qui s'en cachent ou on n'en parle pas forcément. On voit plein de belles choses sur les réseaux sociaux, les beaux voyages, les belles images, etc. Mais on n'entend pas parler de cette dépression du retour ou enfin ce coup de mou. Et ce qui est normal, comme tu dis, tu reviens une nouvelle personne dans une ancienne vie en fait et qui est plus vraiment pour toi parce que toi tu as changé fondamentalement. Oh, j'ai bien dit. Et ton ancienne vie ne te correspond plus ou cette vie française ou peu importe. Donc c'est vrai que merci de ce partage parce que je trouve que c'est quelque chose d'important à entendre, que les choses elles sont pas toujours roses quoi. Est-ce que pour ceux qui veulent suivre tes aventures, est-ce que tu veux nous partager un endroit où les gens peuvent venir te suivre, Instagram, YouTube, est-ce que tu veux nous partager tes comptes? Oui, vous pouvez nous retrouver avec Robin sur Instagram notamment, où on est actif tous les jours, on continue même si notre vie est un petit peu moins palpitante qu'avant. Et donc notre compte c'est Noops, Noops Aventure. Super, donc suivez Noops Aventure pour voir leurs aventures. Je pense qu'ils ont en plus de mémoire, vous aviez fait pas mal de stories, etc. de vos voyages que vous avez gardés à la une sur votre Instagram. Donc les gens pourront voir ce que vous avez vécu dans les différents pays du monde que vous avez visités. Est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin avant de se quitter aujourd'hui? Déjà, je suis très contente d'avoir fait ce podcast. C'est pas un exercice qui était facile pour moi, mais comme c'était toi, Michael, je ne pouvais pas refuser. J'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré le service que tu nous as proposé. Je trouve ça, justement, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. On a souvent l'image des agences de voyage qui prennent une marge pas possible et en fait, on s'en sort pas pour notre argent. Et là, j'avais vraiment l'impression que c'était... hyper rentable pour nous parce qu'on n'a pas eu l'impression de payer plus pour le service que tu nous as proposé et c'est vraiment ça que j'ai adoré et évidemment l'accompagnement qu'on a eu avec l'itinéraire et vraiment je recommande les yeux fermés de passer par vous parce que c'est vraiment un gain de temps et une expertise incroyable. Merci pour tous ces gentils mots. Franchement, une fois de plus, on a souvent des gens qui font des compliments et ça fait toujours hyper plaisir et je t'ai pas rémunéré pour ça. Non, j'ai pas été payée, je vous promets.
C'était pas prévu, donc merci, parce que ça touche vraiment, parce qu'on donne autant d'énergie dans un business et dans tout ce qu'on fait, dans toute cette organisation, et vraiment, chaque client, vous n'êtes pas un numéro, quoi. Enfin, chaque client et chaque voyage, on le tient à cœur, et on sait à quel point c'est important. Enfin, c'est un voyage à l'autre bout du monde, et peut-être que c'est des fois une expérience dans une vie seulement, et on peut pas la foirer. Alors, malheureusement, on n'est pas toujours tributaire. Enfin, le climat peut avoir des petits problèmes sur le road trip, peut y avoir des petits soucis. Vous l'avez pas eu, donc, je suis content qu'on ait pu s'organiser qu'on ait pu organiser le voyage presque parfait en tout cas. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous êtes comme Victoire et Robin et que vos familles donc veulent venir vous visiter en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous savez où nous suivre sur vans.travel sur Instagram. On partage des tips, des destinations et plein de petits secrets gratuits pour nos auditeurs qui voyagent ou non avec nous d'ailleurs. Donc rejoignez-nous sur Instagram, et aussi pour d'autres aventures podcasts qui sont différentes à chaque fois sur des thèmes très différents. Voyage avec enfants, avec bébés, des digital nomades, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On adore échanger avec nos anciens voyageurs ou nos futurs voyageurs. Et merci vraiment Victoire d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir de te revoir après ton voyage et entendre ta vision de ce road trip en famille en tout cas. À très bientôt à tous, et merci de nous avoir suivis sur ce podcast.